Alors, cette fameuse question, est-il vraiment possible de transformer la graisse en muscle? C'est une idée qu'on entend partout, une promesse séduisante, mais qui cache une réalité biologique bien plus complexe. Il est temps d'analyser les faits. Cette phrase, on l'a tous entendue. On remplace le gras par le muscle. Ça sonne bien, c'est une image qui parle. On s'imagine presque une sorte de conversion magique, comme si une substance pouvait simplement en devenir une autre. Et cette idée est effectivement très très répandue. Elle est particulièrement tenace quand on commence un nouveau programme d'entraînement. C'est une pensée motivante, de se dire que l'effort va directement convertir le tissu adipeux en une belle masse musculaire. Pourtant, aussi logique que cela puisse paraître, cette idée est biologiquement incorrecte. La science, elle, est formelle. La réalité de notre physiologie est bien différente. Cette conversion directe n'existe tout simplement pas. Pour comprendre pourquoi cette transformation est impossible, il faut descendre au niveau cellulaire. Et là, on découvre une incompatibilité fondamentale entre le tissu adipeux et le tissu musculaire. Regardons-les de plus près. D'un côté, le tissu adipeux. Il est composé de cellules spécifiques, les adipocytes. Leur rôle est simple, stocker de l'énergie. C'est une réserve. De l'autre côté, le tissu musculaire, lui, est fait de fibres, les myocytes, et sa fonction est de se contracter pour produire de la force et du mouvement. Deux structures, deux fonctions radicalement différentes. La différence va donc bien au-delà de la simple fonction. Les cellules elles-mêmes sont différentes. Elles proviennent de lignées cellulaires complètement distinctes dès notre développement. Une cellule spécialisée dans le stockage ne peut pas se métamorphoser en cellule spécialisée dans la contraction. La conclusion scientifique est donc sans appel. Il n'existe absolument aucun mécanisme physiologique connu qui permettrait de convertir un adipocyte en myocyte. C'est une impasse biologique. Alors, si la graisse ne se transforme pas en muscle, que se passe-t-il vraiment quand l'apparence du corps change? La réponse se trouve dans l'existence de deux processus physiologiques bien distincts. D'abord, la perte de masse grasse. Ça commence par un processus appelé lipolyse, déclenché par un besoin en énergie. Les adipocytes libèrent alors leur contenu, les acides gras. Ces derniers sont ensuite utilisés comme carburant par le corps. Le résultat? Les cellules graisseuses ne disparaissent pas, mais leur taille diminue. Et en parallèle, on a le gain de masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. L'entraînement en résistance crée un stress mécanique, un signal qui dit au corps de se renforcer. Ce signal active la synthèse des protéines. Le corps va alors utiliser les acides aminés de notre alimentation pour réparer, mais aussi pour augmenter la taille des fibres musculaires. C'est un pur processus de construction. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'explication. La perte de graisse et le gain de muscle sont deux mécanismes biochimiques totalement indépendants. Mais, et c'est toute la subtilité, ils peuvent se produire en même temps. C'est cette simultanéité qui crée l'illusion d'une transformation. Ce phénomène, où les deux processus se déroulent en parallèle, porte un nom bien précis, la recomposition corporelle. C'est l'explication scientifique derrière ce qui est perçu visuellement comme une transformation. La recomposition corporelle est donc définie comme le phénomène par lequel un individu réussit à perdre de la masse grasse tout en augmentant sa masse musculaire sur une même période. Il ne s'agit pas d'une conversion, mais bien de l'addition de deux résultats distincts. Mais alors, qui peut y arriver? Ce phénomène est surtout observé chez les débutants, dont le corps réagit très fortement à un nouveau stimulus. On le voit aussi chez les personnes en surpoids ou celles qui reprennent l'entraînement après une longue pause. Pour que cela se produise, 3 conditions sont généralement nécessaires. Un apport en protéines suffisant, un entraînement en résistance bien structuré et un bilan calorique contrôlé, souvent en léger déficit ou au maintien. Pour un pratiquant avancé, en revanche, la recomposition est bien plus ardue. Son corps est déjà hautement adapté à l'effort et les gains deviennent marginaux. Dans ce cas, il est souvent plus efficace de travailler par phase, une période pour la prise de masse et une autre, distincte, pour la perte de gras. Quel est donc le rôle de la graisse dans cette équation? Elle a un rôle de soutien énergétique. Les réserves adipeuses peuvent fournir le carburant nécessaire pour alimenter les entraînements qui, eux, stimuleront le muscle. Par contre, la graisse ne peut pas fournir les matériaux de construction, c'est-à-dire les acides aminés. En somme, elle soutient indirectement le processus, mais ne devient jamais le produit final. Pour que tout soit parfaitement clair, faisons une synthèse finale. Séparons une bonne fois pour toutes le vrai du faux. Résumons. Ce qui est faux, l'idée qu'une cellule de graisse se transforme en cellule de muscle, c'est une impossibilité biologique. Ce qui est vrai, il est tout à fait possible de perdre de la masse grasse et de gagner de la masse musculaire simultanément. Pourquoi? Parce que ce sont deux processus physiologiques distincts qui peuvent coexister. En conclusion, les changements de composition corporelle ne relèvent pas d'une alchimie, mais d'une stratégie.
Une stratégie qui s'articule autour de 3 facteurs déterminants. L'entraînement en résistance pour créer le stimulus, un apport protéique suffisant pour fournir les matériaux de construction et un bilan énergétique adapté pour permettre à ces processus d'opérer. La question fondamentale qui se pose est donc la suivante. Puisque ce sont 2 processus distincts, comment optimiser son propre bilan énergétique? Comment le calibrer pour favoriser la perte de gras, le gain de muscle ou même les deux en même temps? C'est tout l'enjeu de la nutrition appliquée à l'entraînement.